Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est vrai, ça fait 21 ans que j'habite en Afghanistan. Je travaille pour la Croix-Rouge et je suis kinésithérapeute. Mon travail est de fabriquer des jambes et des femmes. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous faisons plus que ça. Nous fournissons aux Afghans handicapés une réadaptation physique et ensuite une réintégration sociale. C'est très logique comme programme, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant plusieurs années, nous ne faisions que des prothèses. Et ça a pris plusieurs années avant que le programme évolue et pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter le récit d'un grand changement et l'histoire des individus qui ont rendu ce changement possible. Je suis arrivé en Afghanistan en 1990. Je suis allé pour travailler dans un centre hospitalier pour les blessés de guerre. Pas seulement pour les blessés de guerre, mais pour toutes sortes de patients. À cette époque-là, je me suis retrouvé dans une situation assez particulière. J'ai compris que je n'étais pas prêt pour ce travail. Il y avait tant de choses à apprendre, tant de choses qui étaient totalement neuves pour moi, mais c'était quand même un travail formidable. Je travaillais dans le centre orthopédique. C'est à cet endroit-là que nous fabriquons les jambes, les prothèses. Et comme je l'ai dit, c'était extraordinaire. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Dès que les combats se sont intensifiés, l'aspect de réadaptation physique a été interrompu. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres urgences, et donc le centre orthopédique a été fermé. La réadaptation physique n'était pas considérée une priorité. Et je n'étais pas tout à fait à l'aise avec cette situation. Je suis un peu ému, excusez-moi. Vous savez, chaque fois que je raconte cette histoire, ce n'est pas la première fois que je la raconte, il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent. C'est 21 ans qui sont passés, mais tous les souvenirs sont encore là. En tout cas, en 1992, les Moudjahidines ont pris le contrôle de tout l'Afghanistan et le centre orthopédique a été fermé. J'ai commencé à travailler pour les sans-abri, pour les déplacés internes. Le centre orthopédique, donc, a fermé. Et je n'étais pas content de cette situation. Un jour, il s'est passé quelque chose. Je revenais d'une action de distribution de nourriture dans une mosquée où il y avait des dizaines d'individus qui squattaient dans des conditions déplorables. Je rentrais chez moi en voiture et j'avais envie d'oublier ce que je venais de voir. On n'a pas toujours envie de tout voir. On veut rentrer chez soi, on veut s'enfermer et on se dit « ça suffit, j'en ai assez vu, c'est trop ». Mais alors que j'étais encore sur le chemin, une bombe a explosé pas loin de moi et tout le monde a disparu. C'était la débandade. Les voitures aussi, les quelques voitures qu'il y avait ont disparu. Mais il y avait encore un personnage au milieu de la route. C'était un homme en chaise roulante. Il essayait de s'éloigner désespérément. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement courageux. Mais je ne pouvais pas ne rien faire. Donc j'ai arrêté la voiture, je suis sorti et je suis allé l'aider. Il n'avait pas de jambes et il n'avait qu'un bras. Derrière lui, il y avait un enfant, son fils. Il avait le visage tout rouge parce qu'il essayait de pousser son père dans sa chaise roulante. Donc je les ai emmenés tous les deux vers un abri et je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites là en ce moment en plein milieu d'une bombe ?»« Je travaille, m'a-t-il dit. » Je me suis demandé « Mais quel genre de travail peut-il bien faire ?» Ensuite, j'ai posé une question encore plus bête. « Pourquoi vous n'avez pas de prothèse ?
pourquoi vous n'avez pas de jambes artificielles? Il m'a dit, ah, mais parce que la Croix-Rouge a fermé. Sans réfléchir, je lui ai dit, eh bien, venez demain et je vous donnerai une paire de prothèses. Cet homme, il s'appelait Mahmoud, son fils s'appelait Rafi. Ils sont partis et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, le centre est fermé. Il n'y a pas de personnel médical. Peut-être même que les équipements sont endommagés. Qui va fabriquer des prothèses pour cet homme? Donc, j'ai secrètement espéré qu'il ne viendrait pas. Voilà la rue à Kaboul où cela s'est passé à cette époque-là. En tout cas, je me suis dit, bon, bah, s'il vient, je lui donnerai de l'argent. Le lendemain, donc, je suis allée au centre orthopédique. J'ai parlé avec le gardien. J'étais sur le point de lui dire, bon, si quelqu'un vient, si un tel vient, s'il vient, veuillez lui dire qu'il y a eu une erreur, que rien ne peut être fait. Donnez-lui de l'argent. Mais Mahmoud et son fils étaient déjà là. Et il n'était pas seul. Il y avait une quinzaine, une vingtaine de personnes comme lui qui attendaient. Il y avait du personnel aussi, en fait. Et parmi eux, mon bras droit, Najmuddin, mon assistant. Le gardien m'a dit, vous savez, ils viennent tous les jours pour savoir si le centre va rouvrir. Je me suis dit, mais non, il faut partir, nous ne pouvons pas rester. On entendait les bombardements au loin. On ne peut pas rester ici, c'est dangereux. Ce n'est pas considéré une priorité. Mais Najmuddin m'a dit, écoutez, on est là maintenant, faisons quelque chose. On peut au moins réparer les prothèses qui sont cassées. On peut peut-être faire aussi quelque chose pour les gens comme Mahmoud. Et je me suis dit, mais non, Najmuddin, on ne peut pas. C'est dangereux. Nous avons d'autres choses à faire. Mais il a insisté. Et quand il y a 20 personnes devant vous qui vous regardent, et c'est à vous de prendre une décision, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, justement, on a commencé à faire quelques réparations et l'un des kinésithérapeutes m'a expliqué que Mahmoud pouvait obtenir des prothèses, mais pas immédiatement parce que ses genoux étaient enflés et durcis, donc il allait falloir beaucoup de préparation. Croyez-moi, j'étais inquiet parce que j'étais en train de contrevenir aux règles. J'étais en train de faire quelque chose que je n'étais pas censé faire. Le soir, je suis allée parler au grand patron, au quartier général, et j'ai menti. J'ai dit, écoutez, nous allons commencer à faire quelques réparations, juste 1 ou 2 heures par jour. Peut-être que certains de ces patrons sont ici avec nous aujourd'hui. En tout cas, nous avons commencé à travailler. J'y allais. Je continuais mon travail pour les sans-abri tous les jours et Najmuddin était au centre orthopédique et il me donnait des explications sur chacun des patients. Il me disait, il y a des patients qui viennent. Nous savions que beaucoup de gens ne pouvaient pas venir à cause des combats, mais il y en avait quand même beaucoup qui venaient. Et Mahmoud revenait tous les jours. Et petit à petit, semaine après semaine, ses jambes s'amélioraient. Les moulages ont été faits sur ses moignons, les prothèses ont été fabriquées et il a commencé une véritable réadaptation physique. Il venait tous les jours, il traversait le front. Je l'ai fait 1 ou 2 fois, moi aussi, précisément là où Mahmoud et Rafi traversaient le front. Et croyez-moi, c'était quelque chose de tellement lugubre. J'étais ébahie de penser qu'il pouvait le faire tous les jours. Mais enfin, le jour est arrivé, le jour où on allait pouvoir donner à Mahmoud ses nouvelles jambes et qu'il allait pouvoir signer sa décharge. C'était le mois d'avril, c'était une très belle journée. Le mois d'avril à Kaboul est formidable, il y a des roses partout, des fleurs. Nous ne pouvions pas rester à l'intérieur, il faisait trop beau, avec tous ces sacs de sable qui sont placés dans les fenêtres. C'était trop triste, trop sombre. Donc on a choisi un endroit dans un petit jardin. Mahmoud a enfilé ses prothèses, les autres patients aussi. Et ils ont commencé à pratiquer pour la dernière fois avant de signer leur décharge. Et tout d'un coup, les combats ont repris. 2 groupes de moudjahidines ont commencé à se battre. On entendait les balles siffler au-dessus de nos têtes. Donc on est parti en courant
vers l'abri. Mahmoud a attrapé son fils, moi j'ai attrapé quelqu'un d'autre. Tout le monde était en train d'attraper quelque chose ou quelqu'un et nous avons fait les 50 mètres. Et vous savez, ça peut être une très longue distance lorsqu'on est complètement exposé. Mais nous avons réussi à arriver à l'abri. Une fois arrivés à l'intérieur, nous étions tous essoufflés et j'ai entendu tout d'un coup Rafi dire à son père « Mais papa, tu peux courir plus vite que moi ?» Et Mahmoud a dit « Eh bien, bien sûr, je peux courir. Et maintenant, toi, tu peux aller à l'école. Tu n'as plus besoin de rester avec moi à longueur de journée à pousser ma chaise. » Un peu plus tard, nous les avons ramenés chez eux. Et je n'oublierai jamais Mahmoud et son fils qui marchaient ensemble et qui poussaient la chaise roulante vide. Et ensuite, j'ai compris. J'ai compris que la réadaptation physique est une priorité. On ne peut pas attendre des temps meilleurs pour la dignité humaine. À partir de ce jour-là, nous n'avons jamais fermé le centre orthobitique, pas une seule journée. Parfois, il fallait interrompre les activités pendant quelques heures, mais nous ne l'avons jamais fermé. J'ai rencontré Mahmoud un an plus tard. Il était en forme. Il était un peu plus mince. Il avait besoin de changer ses prothèses. Il avait besoin d'une nouvelle paire de prothèses. Je lui ai demandé comment allait son fils. Il m'a dit qu'il va à l'école, il va bien. Mais j'ai compris qu'il avait envie de me dire quelque chose. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Il était en sueur, il était évidemment ému. Il était devant moi, la tête baissée. Et il m'a dit, vous m'avez appris à marcher et je vous en remercie. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'aider à ne pas être un mendiant? C'était ça qu'il faisait quand il m'avait dit qu'il travaillait. Mes enfants grandissent, j'ai honte, je ne veux pas qu'on se moque d'eux à l'école. Je me suis dit, bon, combien d'argent est-ce que j'ai dans les poches pour lui donner de l'argent? C'est la façon la plus facile de faire face à une situation semblable. Et il a compris ce que je voulais faire et il m'a dit, j'ai demandé un emploi, pas de l'argent. Et ensuite, il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il m'a dit, je ne suis qu'une loque humaine. Mais si vous m'aidez, je suis prêt à faire n'importe quoi, même si ça veut dire ramper à terre. Et puis il s'est assis. Moi aussi, je me suis assis, j'avais la chair de poule. Bon, j'avais devant moi un homme sans jambes, seulement un bras, un illettré, quelqu'un sans qualification. Quel emploi est-ce que je pouvais bien lui trouver? Et puis Najmoudine a dit, « Ah, il y a un poste à l'atelier de menuiserie. » Je lui ai dit, « Quoi ?» Najmoudine a ajouté, « Oui, nous avons besoin d'augmenter la production de pieds. Nous avons besoin d'employer quelqu'un pour coller la semelle et visser la semelle des pieds. Il faut augmenter la production. » Je lui ai dit, « Je te demande pardon. » Je n'arrivais pas à croire ce que me disait Najmoudine. Il m'a dit, oui, on peut modifier un petit peu l'établi, on peut créer une enclume particulière, un étau particulier, peut-être un tournevis électrique. Je lui dis, mais c'est de la folie. Et c'est même cruel de mettre quelqu'un sur une chaîne de production qui doit aller très vite. C'est cruel de lui offrir un emploi, sachant qu'il va essuyer un échec. Mais avec Najmoudine, il n'y a pas moyen de le convaincre de quoi que ce soit. J'ai seulement réussi à négocier une sorte de compromis. J'ai dit, OK, mais seulement pendant une semaine et pas une journée de plus. Une semaine plus tard, Mahmoud était le plus rapide de la chaîne de production. J'ai dit à Najmoudine, non, 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 c'est pas vrai, c'est une supercherie, je n'y crois pas.
la production avait augmenté de 20%. C'est une supercherie. J'ai demandé une vérification et c'était vrai. Najmuddin m'a dit, vous savez, Mahmoud a quelque chose à prouver. Et je me rappelle que Mahmoud, et évidemment, on lui a donné le poste, c'est celui qui est assis à gauche. Il a obtenu le poste. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris encore une fois que j'avais eu tort. Mahmoud paraissait encore plus grand. Il se tenait debout, la tête haute. Je le voyais derrière son établi. C'était un homme nouveau, encore plus grand qu'avant. Et j'ai compris que ce qui lui donnait cette fierté, oui, bien sûr, c'était les jambes, merci beaucoup, j'ai compris. Mais ça, ce n'était que la première étape. C'était la dignité qui comptait. Il avait repris sa dignité grâce à cet emploi. Donc, j'ai compris et nous avons commencé une nouvelle politique, une politique très différente. Nous avons décidé d'employer autant de personnes souffrant d'un handicap, quelle que soit la tâche. C'est devenu une politique de ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination positive. Mais en réalité, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde en tire profit. Les employés, bien sûr, puisqu'ils ont maintenant un emploi et une nouvelle dignité, mais aussi pour les nouveaux venus. Il y en a 7000 par an qui viennent. Et vous devriez les voir quand ils arrivent pour la première fois, et vous devriez voir l'expression lorsqu'ils comprennent que ceux qui les aident sont comme eux. On les voit, regardez, les prothèses, et on voit leur visage, et on voit la surprise, et on voit la surprise se transformer en espoir. Et c'est plus facile pour moi aussi de former quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être handicapé. Ils apprennent beaucoup plus vite. La compassion qu'ils ont, la compréhension qu'ils ont des autres patients est complètement différente. Les loques humaines, ça n'existe pas. Les gens comme Mahmoud, ce sont des agents du changement. Et lorsqu'on commence à réaliser des changements, on ne peut pas s'arrêter. Donc, on a commencé à employer des gens, mais aussi des programmes de microcrédit, de formation. Au fait, je vous montre, c'est Najmuddin, le terrible Najmuddin en blanc. Donc je disais, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Donc on fait de la formation professionnelle, des microcrédits, de l'éducation à la maison pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Et la kinésithérapie peut aussi être faite à la maison. On peut le faire non seulement dans le centre orthopédique, mais aussi chez les patients. Il y a toujours une meilleure manière de faire les choses. J'ai beaucoup appris grâce à des gens comme Mahmoud, Rafi, Najmuddin. Ce sont mes maîtres. Et j'ai un souhait profond que cette manière de travailler, cette manière de penser sera mise en œuvre dans d'autres pays. Il y a bien d'autres pays qui sont en guerre, comme l'Afghanistan. Mais ces choses sont possibles et ce n'est pas tellement difficile. Tout ce qu'il y a à faire, comment est-ce que je peux m'exprimer? Il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens à qui on est censé être en train d'apprendre quelque chose. Ils doivent devenir une partie intégrante du processus décisionnel. Et ensuite, nous devons accepter de nous adapter. C'est mon souhait profond. Ne croyez pas que les changements en Afghanistan soient terminés. Au contraire, nous continuons. Tout récemment, nous venons de commencer un programme sportif, le basketball pour les handicapés en chaise roulante. Nous transportons les chaises roulantes. À travers tout le pays, nous avons plusieurs équipes
dans plusieurs régions de l'Afghanistan. Et encore une fois, au début, quand Najmuddin m'a dit « Commençons une équipe de basketball », j'ai hésité. J'ai dit « Mais vous vous rendez compte, on ne peut pas. » Et j'ai posé la question habituelle, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, maintenant, vous devriez me voir. Je ne manque jamais une seule séance d'entraînement. Et la nuit, la veille des matchs, je suis sur les nerfs et vous devriez me voir. Avant le match, je crie, je hurle et je bouge les bras. Eh bien, en bon italien. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Je ne sais pas encore, mais j'imagine que Najmuddin et ses amis ont déjà quelque chose en tête. Voilà, c'était mon histoire. Je vous remercie.